Le Bada du Nouvel Esprit Public, bonjour. Nous venons donc d'enregistrer sur la péniche le Marcounet à Marais, en face de l'île Saint-Louis, l'émission ordinaire, si je puis dire, dans laquelle nous avons essayé de traiter des questions liées aux immigrants à travers ou à partir de l'affaire de l'Aquarius, et aussi nous avons essayé de traiter de l'accord entre les États-Unis et la Corée du Nord à propos de la dénucléarisation souhaitée et annoncée à tort ou à raison. Et c'est maintenant donc la demi-heure consacrée aux questions du public et aux échanges avec le public qui sera donc diffusée au milieu de la semaine. Première question, elle est là, la voilà. Bonjour Alexandre, pour Marc-Olivier Padis. À propos de Trump, est-ce que justement dans son attitude simpliste et infantile, on ne doit pas voir sa stratégie ou sa tactique pour les élections de mi-terme et donc déjà pour les élections dans 2 ans, d'essayer d'obtenir le prix Nobel au mois de novembre-décembre 2018 et finalement dans la foulée de favoriser ces élections qui vont venir et donc les 2 années qui suivront. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est tout à fait probable que Trump a en vue les élections midterms. Ça se présente d'ailleurs pas forcément mal pour lui. Donc c'est ça qu'il faut bien mesurer, c'est le fait qu'il a une idée assez précise de son électorat et de ce que son électorat attend de lui. On voit très bien d'ailleurs dans la photo que vous avez tous vue, qui est assez impressionnante, du G7, où on voit tout le monde autour de Trump et Angela Merkel et Emmanuel Macron qui lui parlent, qui essayent de le convaincre, et lui prend un air obstiné, un peu rétif, fermé. Pour lui, c'est une image positive vis-à-vis de ses électeurs. C'est-à-dire que pour nous, ça donne l'impression d'un dirigeant qui est isolé, qui ne comprend pas ce que lui expliquent les autres, etc. Mais pour lui, c'est exactement l'image qu'il veut envoyer ses électeurs. C'est je ne laisserai pas les États-Unis se laisser embarquer dans des accords internationaux qui nous contraignent et nous conduisent au-delà de ce qu'on voudrait faire. Il y avait une expression, donc les unilatéralistes américains aiment toujours dans les débats aux États-Unis dire « Savez-vous par combien de traités internationaux nous sommes liés ?» Et alors ils vous sortent un chiffre tout à fait spectaculaire, tous les accords bilatéraux, etc. Et donc ce sentiment que les États-Unis sont engagés malgré eux à faire des choses, par exemple protéger la Corée du Sud, qui n'est pas visiblement en lien direct avec les intérêts directs des Américains, en tout cas des électeurs de Trump, là où c'est une vision évidemment simpliste et à courte vue des intérêts américains, mais en tout cas c'est ce que pensent ces électeurs. Et donc moi, ça c'est la seule ligne où je suis relativement convaincu, c'est que Trump en tout cas se fait une idée assez précise de ses électeurs, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est en train de construire une doctrine très, très originale et très effective pour l'avenir des États-Unis. Je ne sais pas très bien quelles sont les chances pour M. Trump d'obtenir le prix Nobel, mais je m'interroge sur les effets du prix Nobel sur son électorat. Je me demande même combien d'électeurs de M. Trump sont au courant de l'existence du prix Nobel. Autre question ? Madame. Et là-bas aussi. Je vous en prie. N'est-ce pas le Japon qui, dans cette situation de Singapour, n'est pas le plus lésé? François Bujon de l'Étang. Le Japon est très inquiet. Le Japon est très inquiet depuis des mois et des mois. Il est inquiet de voir la Corée du Nord essayer des missiles, même à moyenne portée, qui passent régulièrement pendant la nuit au-dessus de l'archipel. Ça n'amuse absolument aucun Japonais. Ils sont très inquiets. Et il est clair que le Japon est dans une phase de réexamen de sa situation en termes de sécurité. Monsieur Abe l'a d'ailleurs dit de façon publique un certain nombre de fois. Il y a toute une fraction de l'opinion japonaise qui serait assez favorable à la révision de la Constitution, à l'abandon des termes qui ont été imposés jadis, comme ceux de force d'autosécurité, etc., pour parler enfin d'armée, que le réarmement est en cours et qu'il y a une forte poussée en faveur du réarmement, et vous avez même une fraction de l'opinion japonaise qui trouve que si vraiment on laisse proliférer la Corée du Nord, alors il
il faut que le Japon se dote lui-même d'une dissuasion nucléaire. Donc, effectivement, plus le Japon se sentira menacé ou abandonné par les États-Unis, plus il aura le sentiment que les États-Unis, dans leur effort de se concilier la Corée du Nord, sont prêts à sacrifier tel ou tel engagement de sécurité dans la région, et plus il sera encouragé dans cette direction. Non, vous n'avez plus le micro, mais on y va revenir après. Mais là, ça ne servirait à rien parce que vous ne seriez pas enregistré et probablement pas entendu non plus par le reste de cette fière embarcation. Monsieur. Oui, bonjour. Toujours sur le même sujet. Je m'étonne que collectivement, vous n'ayez pas rappelé avec plus d'insistance le véritable enjeu du sommet de Singapour, à savoir la relation Chine-États-Unis et l'avenir des États-Unis en Asie du Nord-Est. Et l'ensemble des analystes considèrent aujourd'hui que le grand gagnant de ce sommet, c'est finalement le président Xi Jinping. Alors, les questions posées collectivement sont en général attribuées à Jean-Louis Bourlange, qui est une collectivité à lui tout seul. Jean-Louis Bourlange. Non, mais là, je me sens vraiment en état d'usurpation par rapport à mes collègues, et notamment par rapport à François qui avait introduit le sujet. Non, je crois que votre remarque est très pertinente sur le rôle de la Chine, mais votre procès à notre égard est un peu injuste parce que c'était en soubassement de toutes nos interventions, il y avait cette idée que Trump perdait effectivement une grande partie de son crédit dans cette affaire-là, dans la zone Pacifique, et que la contrepartie inévitable de cette perte de crédit, c'était effectivement le renforcement de la Chine. Et ce qu'on vient de dire sur le Japon le montre aussi. On voit bien que tout un ensemble de pays, moi je me rappelle quand j'étais enfant, on voyait les Américains qui défendaient Quemoy et Matsu avec beaucoup d'énergie. Maintenant, tout le monde est un peu inquiet, à Taïwan, partout, etc. Et on voit bien qu'il y a des stratégies de rapprochement vis-à-vis de la Chine qui sont Philippines, avec ce personnage assez douteux, c'est moins qu'on puisse dire. Mais enfin, il y a toute une décongélation de l'alliance occidentale avec les États-Unis, ou orientale en l'occurrence, ça dépend comment on se place, qui est évidente. Et je crois que c'est pas l'enjeu principal, c'est pas l'enjeu direct, mais c'est l'un des enjeux indirects de ce revirement de position des États-Unis, car je crois qu'il faut vraiment parler de revirement de position. Béatrice Gibelin. Oui, je pense que pour la Chine, en tout cas, c'est à la fois une opportunité et c'est à la fois peut-être une inquiétude. C'est-à-dire que la Corée du Nord est totalement dans sa dépendance et que la Corée du Nord ne peut survivre pour le moment sans la Chine. Si la situation peut s'améliorer, les sanctions sont maintenues pour le moment, je le rappelle. Les sanctions sont maintenues, on n'a pas du tout annoncé qu'on les levait. Il est possible à ce moment-là que cette péninsule coréenne, même non réunifiée, puisse peser différemment dans cette Asie du Nord-Est. Si la Chine est effectivement en situation de puissance émergée, et on n'a pas fini de la voir encore émerger, néanmoins, dans ce qui est aujourd'hui l'Asie du Nord-Est, il y a une réelle inquiétude vis-à-vis de cette montée de la Chine. Il suffit de regarder le Vietnam ou un certain nombre de pays de l'ASEAN qui voient d'un œil très inquiet cette hégémonie chinoise, cet impérialisme chinois qui s'exerce. Donc la partie n'est pas terminée et je pense que les tensions sont loin d'être apaisées. François Bujon de l'Étang. Oui, non, je m'associe à Jean-Louis pour dire que, monsieur, vous avez tout à fait raison de mettre l'accent sur l'aspect chinois, mais vous nous faites un mauvais procès parce que nous voyons tous parfaitement cela. Le véritable enjeu de Singapour, ce n'est pas la relation américano-chinoise. Là, je suis en désaccord avec vous. Le véritable enjeu de la réunion de Singapour, c'est la prolifération et c'est l'arme nucléaire nord-coréenne. Bon, il se trouve que les Chinois sont très impliqués dans cette affaire, notamment puisqu'ils ont mis très 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 longtemps à accepter de commencer de faire les pressions qu'il fallait faire sur la Corée du Nord, et parce que les États-Unis souhaitent ménager en effet la relation avec la Chine et si possible, engager la Chine dans l'action coercitive contre la Corée du Nord. Mais le vrai sujet, c'est quand même la dénucléarisation de la péninsule coréenne.
en faveur de laquelle se prononce la Chine, d'ailleurs. Ce sera justement une des difficultés des mois et des années qui viennent, c'est que la conception que se fait la Chine de la dénucléarisation de la Corée du Nord est beaucoup, beaucoup plus proche de celle de Kim Jong-un que de celle des Américains ou des Sud-Coréens ou des Japonais. Et c'est là qu'on va voir les vraies difficultés commencer, effectivement. Donc la Chine, elle est très importante dans cette région. Son poids, son nombre porté, comme l'a dit Béatrice, est écrasante sur l'ensemble des autres asiatiques, mais les Chinois, ne vous y trompez pas, n'ont aucune envie d'avoir une Corée du Nord nucléaire sur le pas de leur porte, non plus. Et ils sont partagés entre eux, leur volonté de soutenir ce très commode état tampon entre les forces américaines et eux, et leur désir de minimiser les risques d'une nucléarisation complète de la Corée du Nord. Vous vouliez intervenir, réintervenir, donc je ne voulais plus réintervenir, madame. Est-ce que, voilà, alors, là, hop, à gauche, là. Bonjour, c'est une question collective aussi sur le sujet de politique intérieure cette fois-ci. Madame Gibelin a évoqué le double effet à la fois des autorités françaises et aussi des migrants qui n'étaient pas tous volontaires pour s'installer en France. Et dans l'éventualité où on aurait un consensus inespéré entre les dirigeants européens, je souhaitais savoir si vous pensez qu'on a les moyens administratifs d'imposer la répartition, sachant que l'espace Schengen est un espace de libre circulation des personnes, en tout cas. Qui veut répondre à cette question, Béatrice ? Je pense que ce qui est important, c'est effectivement qu'on ait une position commune au niveau européen. On n'en prend pas vraiment le chemin, hein, on est bien d'accord. Donc, tant qu'on n'a pas de position commune, les demandeurs d'asile peuvent jouer de ces différences. Et les statuts de demandeurs d'asile ne sont pas similaires sur l'ensemble des pays européens. Donc, il y a des endroits où on a plus intérêt à aller que d'autres. Pas forcément pour des bénéfices économiques, possibilités d'emploi ou autres, mais simplement parce que on y a déjà une partie des siens ou au moins de concitoyens qui y sont. Et donc, on pense que les choses y seront plus faciles. Donc, pour le moment, nous n'avons pas de moyens administratifs véritablement d'imposer les quotas. Et il y a même des pays où il y a eu 0 demandeurs d'asile acceptés. Je pense à l'Irlande, par exemple, pour lequel ça a été le cas. Donc, en revanche, la Pologne aussi. La Hongrie, contre toute entente, en a accepté quelques-uns. Marc-Olivier Padis ? Oui, j'irais dans votre sens sur l'idée qu'un accord européen devrait être complété par une réorganisation de la manière dont la gestion des demandes d'asile est traitée. Donc, c'est pour ça qu'il y a des propositions qui sont faites d'ici le sommet européen pour harmoniser les réponses. Parce que, en fait, le grand paradoxe, c'est que les demandes d'asile sont examinées par chaque État en fonction d'une convention internationale, donc pas d'un traité européen, d'une convention internationale qui est la Convention de Genève, qui définit un certain nombre de critères qui donnent droit à l'asile politique et, disons, à l'asile complémentaire. Et donc, comme c'est l'application d'un texte international unique, il devrait être homogène dans tous les pays. Or, ce n'est pas le cas. Et même si on regarde le cas allemand, il y a des variations d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, les Afghans ont été plus régularisés en 2015 qu'en 2016. Donc, ce qui est contradictoire avec l'idée d'un examen individuel qui devrait quand même conduire à des résultats analogues à chaque fois. Et donc, ce serait quand même intéressant d'avoir effectivement une approche commune européenne là-dessus, avec par exemple une des particularités françaises, c'est que l'OFPRA, donc les juges qui traitent les dossiers de demande d'asile politique, l'OFPRA est indépendant. C'est un organisme indépendant, alors que dans beaucoup d'autres pays, il relève du ministère de l'Intérieur. Et donc, la situation française, de ce point de vue-là, est plus favorable et il faudrait aller du point de vue européen dans ce sens-là. Maintenant, il y a une autre difficulté qui est actuellement, c'est le fait qu'une fois qu'une demande d'asile a été examinée et rejetée, finalement, les personnes qui sont les déboutés du droit d'asile circulent en Europe pour essayer finalement
de se retrouver autrement. Et donc, par exemple, on a beaucoup en France actuellement des personnes qui ont été déboutées du droit d'asile en Allemagne et donc qui viennent en France. Et donc, il faut aussi qu'on arrive à avoir un accord européen sur le traitement. On ne va pas laisser tourner ces gens en Europe pendant des années pour, à la fin, de toute façon, probablement, enfin, en tout cas, ce qui serait souhaitable, les légaliser. Après des années de galère, ce serait absurde. Oui, moi je crois que c'est une question très importante pour l'Union européenne que de savoir comment elle aborde la question. Car la tentation profonde des Européens depuis des années maintenant, c'est face à un problème de ne jamais le poser dans sa réalité fondamentale, mais de chercher toujours à manipuler des procédures et à bidouiller des compromis. Alors on essaie de trouver des choses et on voit bien que ça ne tient plus, notamment sur des enjeux de cet ordre. Il y a la Commission, par exemple, quelque chose qui n'apparaît pas du tout, c'est la différence d'approche entre le communautarisme et la théorie du remplacement. L'extrême droite accuse, et puis une certaine presse, Mme Polony et des gens comme ça, accuse globalement la Commission d'être communautariste et d'être favorable à la théorie du remplacement. Or, non. La Commission est favorable à la théorie du remplacement, mais elle n'est pas communautariste. La Charte des droits fondamentaux, qui guide son action, définit un certain nombre de droits qui sont totalement incompatibles avec des pratiques imputées à l'islamisme radical. Et il n'y a aucun tribunal qui ne le reconnaisse. En Allemagne, il y a eu une décision de justice qui avait été prise par un tribunal disant ce sont des pratiques, ce sont des Turcs, il faut les laisser. C'était un frère aîné qui avait empêché sa sœur de se marier. Ils sont pas tout à fait comme nous. Bon, très bien. Et ça a été sanctionné en appel et de façon absolument nette. Donc il n'y a pas, sur le plan des principes, on a en revanche beaucoup de difficultés sur l'exécution. Il suffit de voir d'ailleurs comment la loi sur la burqa est appliquée en France. Elle n'est pas appliquée dans un grand nombre d'endroits. Bon, mais sur le plan des principes, nous ne sommes pas touché par le communautarisme. En revanche, la Commission, qui est marquée par son origine économiste, considère que les gens qui viennent, les immigrés, sont des homo economicus, si je puis dire, et que donc ils peuvent tout à fait remplacer les bébés défaillants de l'Union européenne, puisque nous sommes dans un certain nombre de pays où on ne fait pratiquement plus d'enfants ou très peu. Bon, et là, on est vraiment confronté à quelque chose de très sérieux parce que ça ne passe pas. Les immigrés ne sont pas des voyageurs sans bagages, ce qui veut dire que on peut en accueillir, mais en nombre, je parle pas des réfugiés, des immigrés économiques, on peut les accueillir, mais en nombre relativement limité, car il faut pouvoir les intégrer, leur apprendre la langue, les faire respecter un certain nombre de choses. Et donc je crois que on devrait aujourd'hui se mettre d'accord à un certain nombre de pays, l'Allemagne, la France, l'Espagne, et voir ce que ferait l'Italie face à cela, puis quelques autres, sur des principes clairs de politique d'immigration. Et à ce moment-là, on verrait que le reste des problèmes, les quotas, les procédures, le Schengen, la surveillance des frontières, se ferait d'une façon beaucoup plus facile. Mais aujourd'hui, on ne s'en tire pas parce qu'on cache des problèmes de fond derrière des débats procéduraux. Il y avait une question au fond à droite, oui voilà, qui est là-bas, et c'est vers vous, monsieur, que Valentin Petit apporte. Le micro indispensable, le voilà. Bonjour. En fait, c'est aussi une question collective, mais c'est plutôt pour avoir votre avis au global. Enfin, j'avais une question collective et aussi une demande. La question collective, c'est votre avis sur la différence de discours du président de la République envers son homologue italien et son homologue américain, qui peut paraître choquante. En fait, voilà, c'est un avis et c'est votre avis sur la question. Il me demande aussi à M. Bujon de l'Étang pour savoir s'il pouvait, dans ses recommandations, refaire ce qu'il faisait autrefois, qui était relayé par d'autres,
des recommandations musicales. Voilà. Alors oui, c'est le lieu, puisque nous sommes ici sur cette péniche, le Marcounet, dont je vous recommande de consulter le site et le programme, surtout si vous êtes amateur de jazz, ce qui est le cas de François Bujon de l'Étang, qui est prié par là même de faire connaître à tout un chacun les disques ou les concerts qui ont attiré, qui lui ont valu des émotions. Je suis très touché par agréables. cette demande, je vous en remercie beaucoup et je serai heureux d'y donner suite dans les semaines qui viennent. Et si vous insistez un peu, François Bujon de l'Étang jouera de la guitare. Vous insistez beaucoup, là. Pour qui veut répondre à la question collective sur la différence ou de propos de notre président à l'égard de... Oui, Béatrice. Moi, j'ai envie de dire, dans un premier temps, notre président a essayé de faire ami-ami avec Trump en disant, bon, c'est la première puissance mondiale, on lui tourne pas le dos, on fait pas les malins et on essaye de jouer avec sa personnalité. Je l'invite en grande pompe à manger à la Tour Eiffel, il assiste au défilé du 14 juillet, etc., etc. Bon. Et puis tout ça, effectivement, ne donne pas grand-chose. Dans ce qui s'est passé avec le Matteo Salvini, c'était effectivement d'une maladresse totale. Les Français seront très souvent jugés comme arrogants par les Italiens. Donner une leçon, parler de cynisme et d'irresponsabilité, que ça nous plaise ou non, les Italiens ont voté. Il n'est pas président du Conseil Salvini, mais il est ministre de l'Intérieur, et ça ne pouvait que générer une réaction extrêmement violente, y compris à usage interne. Il ne faut jamais oublier que dans les déclarations au sujet des migrations tenues par les différents gouvernements ou dirigeants, il y a toujours un point de vue interne. Et je redis qu'une partie des dirigeants européens sont tétanisés par la montée d'une xénophobie, d'un rejet de l'étranger, d'une montée donc, on le voit chez nous avec le Rassemblement national, dont on n'est pas débarrassé et qui on n'en a pas terminé. Donc on est sur ce chemin de crête où on veut dire qu'on est bien solide et qu'on va pas se laisser prendre par le laxisme d'une façon ou d'une autre, et l'impossibilité en fait à faire face à une arrivée, je le redis, légale d'une population étrangère qui arrive parfaitement régulièrement et qui va durer pendant très longtemps, à laquelle on a énormément de mal à corriger vis-à-vis de l'opinion publique la menace qu'elle représente. Et c'est un vrai problème. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je réagis de façon assez ambiguë sur ces deux choses. Je pense que vis-à-vis de Matteo Salvini, la réaction du président de la République française était certainement inopportune, mais elle n'était pas injustifiée. Ce que dit la Lega depuis des années est insensé. Ce sont des propos totalement xénophobes, racistes, violents, traitant vraiment, méprisant des conventions internationales sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, parce que nous avions une certaine idée de nos responsabilités en tant qu'hommes. Donc je trouve qu'on est très indulgent actuellement à l'égard de la Lega, même si effectivement, compte tenu de l'attitude très ambiguë de la politique française avec la loi sur l'asile, les comportements que nous avons à la frontière italienne, et puis l'absence de réaction de solidarité vraie quand vis-à-vis du navire qui était à la dérive quelque part en Méditerranée, nous n'étions certainement pas bien placés pour dire cela au moment où on l'a dit. Mais je trouve qu'il y a une complaisance à l'égard des théories fondamentales de la Lega qui en dit long sur la dérive dans laquelle sont nos sociétés. Et sur Trump, je dirais que c'est l'inverse. C'était peut-être opportun pour essayer d'avoir un accord, mais ces démonstrations d'amitié n'étaient pas justifiées. Quand on voit ce que fait Trump, ce que dit Trump sur un certain nombre de sujets, c'était pas la peine de dire qu'on était son ami. On pouvait le traiter comme on a traité Monsieur Poutine, avec respect, avec en tenant compte de la grandeur de l'importance de son mandat. Et en revanche,
ce qui était admirable dans le discours, dans l'attitude du président Macron, ça a été le discours au Congrès où il a rappelé les principes fondamentaux qui sont les nôtres et où il a réussi qui étaient les principes opposés à ceux du président Trump, et où il a réussi à se faire applaudir. Là, on avait le meilleur Macron. Marc-Olivier Padis. Ah, c'est quand même à propos un show modem, hein. À propos de Trump, je pense que c'était un coup à jouer quand même d'essayer de l'amadouer, d'avoir une relation personnelle avec lui. On voit bien qu'avec Kim Jong-un, ça marche d'une certaine façon, la relation personnelle. Alors, à propos des sanctions sur l'acier européen, l'Élysée disait les Allemands ont cru jusqu'à la dernière minute qu'ils arriveraient à négocier, à faire revenir les Américains dans une position raisonnable. Ils ont vraiment cru qu'ils éviteraient les augmentations de droits de douane, et en fait, pas du tout. Trump a tenu parce que c'est l'engagement qu'il a pris vis-à-vis de ses électeurs. Et d'une certaine façon, donc, je veux dire, Angela Merkel aussi a cru qu'elle aurait une relation particulière, mais tout ça d'ailleurs est fort ancien. Ça nous rappelle que Tony Blair aussi a cru qu'en accompagnant Bush en Irak, il arriverait à avoir une relation encore meilleure avec lui, etc. Bon, moi je dirais c'était un coup à tenter. À mon avis, maintenant, ils ont compris qu'il fallait adopter une nouvelle stratégie. Donc on verra comment ça va se passer pour la suite. En ce qui concerne l'Italie, je voudrais juste ajouter deux choses. C'est que la première, c'est que le point de vue du président de la République, c'est que sa critique, c'était le fait que l'Italie ne respectait pas le droit maritime. Et donc, il fallait obliger les Italiens à continuer à respecter le droit maritime. Mais en même temps, déjà l'été dernier, la France n'avait pas ouvert ses ports à des navires. Et donc, il y a des moments où il ne faut pas être non plus d'un légalisme tatillon. Le droit maritime, si c'est pour que ça retombe toujours sur les Italiens, il y a quand même un problème d'équilibre. La deuxième chose que je signale juste au passage, c'est que depuis 2015, en même temps qu'on avait décrété l'état d'urgence, on avait rétabli les frontières. Et d'ailleurs, c'est très, très, très peu connu, mais avec l'Italie, on a une frontière à nouveau terrestre qui n'ont toujours pas été levées. Bon, moi, je ne suis pas persuadé que ça nous aide beaucoup à régler les problèmes. Au contraire, je pense que ça complique plus les choses, mais ça, c'est un élément sur, disons, nos engagements européens aussi. Merci. Si vous avez la gentillesse de ne pas partir tout de suite, après l'enregistrement, j'ai une question à vous poser, à vous public. Et avant, je remercie donc Charles de Cilia qui a assuré l'enregistrement de cette émission, de ce BADA, comme il avait assuré l'enregistrement de l'émission, et comme Nouvelles Écoutes qui produit et donc diffuse cette émission. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'Esprit Public. Nouvelle Esprit Public.